Pour beaucoup d'entre nous, Naruto c'est un manga avec lequel nous avons grandi. Il est riche de leçons sur la vie en général et il est suffisamment nuancé pour qu'on puisse trouver des raisons d'agir à tous les personnages. À l'intérieur, on retrouve des inspirations de différentes philosophies. Et aujourd'hui, je vais utiliser le manga comme tremplin pour comprendre et expliquer les idées de Platon. Bon, avant que la vidéo commence, je tiens à vous rassurer. Pas besoin d'avoir lu Platon et pas besoin d'avoir regardé Naruto en entier pour comprendre. Je m'occupe de rendre le tout le plus accessible possible. Remise en contexte. Naruto, c'est un manga de ninja. Bon, jusque-là je t'apprends rien du tout. On y suit la vie de Naruto et sa vie commence dans le village de Konoha où il y a un maire que l'on appelle l'Hokage. Et c'est là que commence le parallèle avec Platon. Le système de Hokage dans Naruto est calqué sur la vision de Socrate et Platon. Parce que ouais, quand je dis Platon, c'est les idées de Socrate et les écrits de Platon. Sauf que Socrate, il a rien écrit du tout, et donc tous les honneurs dans cette vidéo reviendront à Platon. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! L'Hokage est le maire du village de Konoha. C'est aussi un des ninjas les plus puissants du village, qui se doit d'être sage, intelligent et empathique. Ce poste est très difficile d'accès, la preuve, il nous aura fallu 72 tomes pour que Naruto réalise son rêve. Bon, pour ceux qui suivent pas, son rêve c'est de devenir Hokage. Bah ouais, logique. Les prérequis pour devenir un Hokage sont donc d'être un ninja très solide, donc on en élimine déjà en route, un ninja intelligent, on en perd quelques autres, et un ninja empathique. Bon, il reste plus trop de prétendants. Dans la République de Platon, Socrate nous explique sa vision utopique des choses. Selon lui, il existe différentes âmes naturelles aux hommes qu'il faut identifier chez l'enfant. La première, c'est les âmes de fer. Ce sont les paysans, les artisans, les commerçants. En gros, ce sont eux qui font tourner le pays. Platon leur reconnaît de la constance. Aujourd'hui, ce seraient les secteurs industriels et les secteurs agricoles. Et à l'époque de Platon, ça représente environ 90% de la population. Les âmes d'argent, ce sont les guerriers. Ils représentent 9,99% de la population. Ce sont les protecteurs de l'État. Et là où le parallèle avec Naruto devient intéressant, c'est que les âmes d'argent doivent être détectées dès l'enfance sous forme de tests. Que cherche-t-on chez l'enfant ? De la robustesse, de la vivacité d'esprit, de la combativité et de la fraternité. Ces 4 valeurs sont également présentes au sein du village de Konoha. Mais le statut d'âme d'argent ne se veut pas héréditaire. Peu importe que tu sois le fils d'Achille ou du boulanger du coin, tu passeras les tests comme tout le monde. Mais oui, bien sûr, moi. Platon écrit d'ailleurs cette phrase à propos des magistrats. Si leurs propres enfants ont quelques mélanges de fer, il faut absolument qu'ils ne leur fassent pas grâce, mais qu'ils les relèguent dans l'état qui leur convient, parmi les artisans ou les laboureurs. Si ces derniers ont des enfants qui montrent l'or ou l'argent, il veut qu'on élève ceux-ci au rang de guerriers, ceux-là au rang de magistrats. On est donc sur l'opposé complet du régime actuel en Corée du Nord, là où quand tu nais, tu es prédestiné à faire le travail de tes parents. Les âmes d'or dont parle Platon, ce sont des âmes d'argent qui possèdent la sagesse nécessaire pour tenir un état. Mais comment identifier cette sagesse chez les enfants ? La réponse est simple, on ne peut pas. Les âmes d'argent et les âmes d'or sont donc mis dans le même panier, en attendant de savoir qui aura la sagesse nécessaire une fois adulte. Si l'on revient sur notre ninja orange, les apprentis ninjas sont donc des âmes d'argent et d'or, qui vont se voir confier des missions dans le but de les éprouver et de les évaluer, afin de savoir lesquels seront aptes à devenir Hokage et qui va respecter la fameuse maxime de Platon, on doit faire tout ce qu'on regarde comme le plus avantageux à l'état. Bon, on aura le temps de revenir sur les épreuves préconisées par Platon. Mais avant ça, pourquoi ce système est intéressant ? Première chose, ce système est égalitaire. Peu importe qui est ton père, peu importe où tu vis, peu importe ce que tu as vécu, tu seras évalué sur les mêmes critères que n'importe qui. Deuxièmement, il est économique. Dans une époque où les ressources sont limitées, on peut pas se permettre de former tout le monde et de dire bon votre formation est finie, qui sont les meilleurs ? Non. Ce qu'on va faire, c'est choisir de former les 10% les plus prometteurs. Alors non, les 90% restants ne sont pas jetés. Ils vont être formés en tant que paysans ou en tant qu'artisans. Mais vous vous doutez bien que pour former un paysan ou un artisan, on a un retour sur investissement très rapidement. À partir de 2 ans, normalement, il sait comment cultiver ou comment bâtir ou construire ce genre de choses. Alors qu'un gamin de 12 ans, il n'est pas prêt à se battre à 15 ans. En fait, il sera prêt à se battre aux alentours de 18 ans, 20 ans. Donc, la formation est beaucoup plus longue et le retour sur investissement se fait attendre. La troisième raison intéressante, c'est de mettre dans le même panier les futurs magistrats et les futurs protecteurs de la cité. Déjà, les meneurs du pays seront élevés à la dure. Ils recevront une éducation de soldats, seront mis dans des situations stressantes et pourront développer de la sagesse par l'expérience. En plus de ça, les décisions des magistrats étaient essentiellement militaires. Et qui de mieux placé pour prendre des décisions militaires qu'un ancien soldat ?
Mais là où ce système est bien pensé, c'est que seulement 1% des protecteurs d'État auront accès au rôle de magistrat, et pas avant 15 ans de service. Ce qui fait qu'on aura le temps de les éprouver et on aura le temps de les évaluer sur la manière dont ils réagissent à ces épreuves. Il faudra les placer ensuite au milieu des fatigues, des douleurs, des combats, et les observer encore dans cette nouvelle épreuve. Enfin, les mettre aux prises avec la séduction et le prestige. Et de même qu'on expose les jeunes chevaux au bruit et au tumulte pour voir s'ils sont craintifs, transporter tour à tour nos guerriers, lorsqu'ils sont jeunes, au milieu d'objets terribles ou séduisants, pour éprouver avec plus de soin qu'on éprouve l'or par le feu. Nous établirons chef et gardien de l'État, celui qui dans l'enfance, dans la jeunesse, dans l'âge viril, aura passé par toutes ces épreuves et en sera sorti pur. Et si on retourne du côté de Konoha, ça a été le cas de figure pour chacun des Hokage. Ils ont tous reçu une éducation militaire, ils se sont démarqués des autres par leurs compétences et leur dévouement à l'État, et ont été éprouvés tout au long de leur vie. L'utopie que décrit Platon, elle peut vendre du rêve. Un chef d'État, omnibulé par le bon fonctionnement de ce dernier, qui a été éprouvé toute sa vie pour tester ses compétences et sa fidélité, et qui accepterait le rôle de chef d'État que à contre-cœur, parce qu'il sait qu'il est le plus compétent pour tenir ce rôle, et non par amour du pouvoir ou par l'appât du gain, ça fait rêver. Mais le fait est que nous voilà 2400 ans plus tard, et on n'en est toujours pas arrivé à là. Mais quelles sont les raisons qui nous empêchent de créer cette société idéale ? La première, c'est la taille. La société idéale décrite par Platon ou Konoha, ce sont des villes. À première vue, ça change rien. Ok, on va faire un test. Prenez l'amour que vous portez à votre foyer et comparez-le avec l'amour que vous portez à votre ville, puis à votre pays. Forcément, l'amour que vous portez à votre foyer, il sera plus grand car vous êtes plus proche et que c'est plus petit. Pareil pour la ville, pareil pour le pays. Et ensuite, si on agrandit ça à l'Europe, l'amour que vous portez à l'Europe sera bien plus petit que l'amour que vous portez au foyer. Enfin, je vous le souhaite, hein. Mais dans ce cas, votre volonté de tout faire pour améliorer votre foyer sera plus grande que votre volonté de tout faire pour améliorer l'Europe. Et les États sont trop grands géographiquement pour réaliser ce système. Et la taille, ça poserait aussi problème dans le tirage du chef. On peut estimer que Athènes était composée de 40 000 citoyens. Bon, il y a aussi des métèques et des esclaves, mais ça c'est une autre histoire. Sur ces 40 000 citoyens, 4 000 d'entre eux seraient des protecteurs de l'État, et sur ces 4 000, il y en aurait 40 qui seraient prédestinés à devenir potentiellement des magistrats, voire des chefs d'État. Mais maintenant, si on applique cette logique à 80 millions d'habitants... Quoi ? C'est de suite un peu plus galère. Mais même si cette utopie n'est pas applicable aujourd'hui, tout le système pour y arriver peut être conservé. Un système de filtration complexe qu'on appellera l'entonnoir élitiste. Le principe est simple. On prend une large population d'individus et on place un filtre à un instant T. On étudie ensuite la population ayant réussi à passer ce filtre sur la durée à travers différents filtres plus précis. Avec le temps et l'accumulation de filtres, un individu ressort. Et si ce système vous parle, c'est parce que vous l'utilisez probablement au quotidien. Imaginons que vous cherchiez à savoir ce que vous allez manger ce soir. Au début, vous avez un nombre incalculable de choix. Puis, vous allez appliquer ces filtres. Quel ingrédient ai-je chez moi ? Combien de temps je veux cuisiner ? Est-ce que ça va être diététique ? Et au fur et à mesure que vous répondez à ces questions, le nombre de choix diminue. Mais le système d'entonnoir élitiste est grandement menacé dans la société moderne parce qu'on va appeler des filtres éthiques et émotionnels. L'idée de base de Platon est que dans la population filtrée contenant les âmes d'argent et les âmes d'or, il n'a aucune idée de qui sera âme d'or. Non, lui ce qu'il dit, c'est qu'à la fin de l'entonnoir, le meilleur individu sera celui qu'il faudra conserver. Et j'insiste bien sur le terme « meilleur individu possible » d'un point de vue 100% objectif. Sauf que son utilisation actuelle est menacée. Et prenons un cas concret pour en parler, Harvard. La célèbre université américaine se veut être la plus inclusive possible. Et pour cela, elle vise à respecter des quotas ethniques et genrés. Pour parvenir à ces fameux quotas, elle pondère les profils en fonction de leur ethnie et de leur genre. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En gros, si t'es d'origine asiatique et que tu veux rentrer à Harvard, t'es foutu. Tu vas être victime du plus gros nerf possible, t'as intérêt d'être 10% de meilleur. Et au contraire, si tu es d'origine afro-américaine, tu as un buff de plus 10% de chance. Ces quotas ont été mis en place pour pallier à la difficulté d'accès de certains profils à l'éducation. Ce système devient donc l'opposé complet de l'entonnoir élitiste, car il ne vise pas la performance finale, mais un résultat éthique et équitable. Et là je vous vois déjà venir dans les commentaires. Oui, mais Aristote il faisait la même chose puisque y avait forcément que des garçons. Non mon gars.
les âmes d'or et les âmes d'argent pouvaient aussi être des femmes. N'est-il pas des femmes philosophes et des femmes courageuses, et d'autres qui ne sont ni l'un ni l'autre? Donc, chez la femme comme chez l'homme, il y a une même nature propre à la garde de l'État. Il n'y a de différence que du plus au moins. Les femmes sont donc autorisées à devenir des protecteurs de l'État, à condition qu'elles passent les filtres. Je rappelle d'ailleurs que le 5e Hokage est une femme. Ainsi, les femmes qui sont devenues des protectrices de l'État le sont devenues car elles ont le même niveau qu'un homme, et pas parce qu'elles ont pris un bonus de 20% par Harvard. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et c'est assez intéressant de le souligner car l'entonnoir élitiste mène à une seule chose: trouver sa juste place. Tout l'argumentaire de Platon repose sur ce principe. Il faut donner à chaque citoyen la tâche unique à laquelle est destinée la nature, afin que chacun, s'acquittant de l'emploi qui lui convient, soit un, et que par là, l'État tout entier le soit aussi. Tout le monde n'est pas destiné à être Hokage. Certains seront simplement des défenseurs de l'ombre, d'autres des chefs cuisiniers ou des professeurs. Mais il y a forcément quelque chose pour laquelle vous avez des prédispositions. Trouvez ce domaine et devenez votre Naruto Uzumaki. C'était le Notonnier, vous êtes arrivé à quai.